Et c'est y part. C'est y part de ce soir et puis c'est y part de l'année. Bonne année, mes petits lutinos. Ah non, on peut pas drift. Non, ce soir, pour des raisons religieuses, on ne peut pas drift. Salut Jojo, tu as mon geek, qui se pour le 54e mois. Des gros bisous, il le cuiller, Hardware, Totoy, Chavenet qui se sub aussi. Oh lolo, c'est la teuf, c'est la teuf. Merci Chavenet, des gros bisous. D'ailleurs, gros bisous à le Finnois qui s'est sub juste avant. Merci Walbatou qui se sub pour le 40e mois. J'ai vu ton commentaire, hein, Walbatou, je t'ai répondu. Effectivement, c'est un peu fouillis ce qu'il a raconté le monsieur, mais bon, il y a un fond de vérité. Salut Fry, salut qui j'oublie. Bonne année, les petits lutinos. Merci d'être au rendez-vous. Ouais, bah ça a été un peu, forcément, hein, début d'année, les fêtes, tout ça, ça a été un petit peu compliqué de faire un live. Mais ça y est, ça y est. Ça y est, et waouh. Waouh, parce que on va comment alors on va démarrer ce premier live, hein. Le premier live va démarrer avec euh, des technologies de nos jours, hein. On va faire du YAML, on va faire du Kubernetes, on va faire ce que je peux trouver encore, on va faire du Node.js, enfin des trucs vraiment dernière génération, tu vois. Enfin, ça va être vraiment, ouais, du PowerShell. Je vous souhaite une merveilleuse année, mes petits lutinos, et j'espère qu'on va bien s'amuser. La semaine prochaine, ça va être un Lutinos Live. La semaine prochaine, une bonne partie de Lutinos qui sont là, qui vont être au FOSDEM 26. FOSDEM 26, ou votre serviteur. Alors, au FOSDEM, s'il y a des trains, parce qu'apparemment, ça a l'air un peu compliqué, hein. Donc, FOSDEM 26 où votre serviteur sera, normalement. Et FOSDEM 26 où on va faire un petit talk avec Sieur Corben pour parler des nouveautés, dans... Enfin, nouveautés, pour vous, ça va pas être beaucoup de nouveautés parce que vous avez suivi l'évolution
de Small ces derniers. Oui, alors nous on a d'autres problèmes de train effectivement. Ouais. En plus ça fait chier parce que c'est la compagnie que moi je prends pour aller à Madrid, donc c'est un petit peu voilà. J'y vais après-demain, donc je suis vraiment content. Ils ont même pas fait de prix ces enculés, hein. C'est même limite les prix ont augmenté parce que vu que plus personne veut les prendre. Donc voilà. En tout cas, selon toute vraisemblance, et modulo des problématiques diverses et variées de type grève ou etc., il y aura un petit talk donc dans la DevRoom BSD sur les dernières évolutions de Small. Il y a eu des trucs, en plus c'est passé des trucs là récemment. Non, c'est l'italien, Laurent, c'est Irio, il s'appelle. Salut Rogue One. Et en fait, on en a plusieurs. Donc il y a Ouigo, enfin le truc français, enfin le TGV quoi. Il y a Renfe qui est la compagnie espagnole, qui est l'équivalent de SNCF. Et il y a effectivement Irio qui est une boîte italienne. Alors sincèrement, de tous les TGV qui font Valence-Madrid, et a priori d'autres destinations, hein, manifestement, ils sont vraiment pas... Enfin, en tout cas, habituellement, ils sont pas mal. Ils sont même bien. Le train est bien plus spacieux que les trucs locaux, Renfe, etc. J'ai pas encore pris Ouigo simplement parce qu'ils sont méga chers. Enfin, d'une, ils sont méga chers, de deux, ça cale pas avec mes horaires. Enfin, ça cale pas avec les horaires des gens de façon générale parce que généralement on prend le train, tu vois, pour aller à Madrid le matin. Donc on veut être là-bas vers 9h, donc on part d'ici vers 6h quoi. C'est pour ça que je me lève très tôt quand j'y vais. Salut Fiat Minimis. Mais donc ouais, donc ça, donc les Italiens là, Irio, ils ont un super bon horaire. Ils partent à 7h moins le quart d'ici. Et donc ça nous fait arriver à 8h moins le quart à Madrid. Et donc du coup c'est top parce que j'arrive au bureau à 9h20. Enfin voilà. Chevenay qui... je sais toujours pas ce que c'est le West. Ah si, le West Street, c'est qu'il a suivi plusieurs... Oui, ça y est. Chevenay, t'es à bloc là. Bah alors le West Street, de ce que j'ai compris, c'est que ça fait 5... Ça fait 5 streams que tu suis là, d'affilée. Donc t'as des points. Pas sûr que tu puisses en faire quelque chose, mais t'as des points. Ok. On va pas trop traîner sur l'intro. Parce que je voudrais vraiment qu'on... J'ai vu la tête de Fabstock, mais je vous dirai pas où. Parce que je voudrais vraiment qu'on plonge dans l'épisode de ce soir. Alors, petit préambule. Exactement, Rogue One, on va aller au sommet de la pyramide. On a parlé plusieurs fois sur ce canal de XV6. Donc si vous en souvenez pas, XV6 c'est globalement la réimplémentation de une XV6 donc en propre. En propre. Quelque chose de lisible, de bien fait, de bien ficelé. Il y a une version X86 et il y a une version RISC 5 qui les deux sont sur GitHub. La version X86 a été abandonnée. Ça n'en reste pas moins une très bonne lecture. Mais si le projet évolue pas de ouf, le projet XV6 pour RISC 5, lui, continue à évoluer. Très doucement, mais c'est pas un OS qui a vocation à devenir un OS mainstream, etc. C'est vraiment un OS. D'ailleurs, oui, si, c'est un OS, mais c'est essentiellement kernel et 4-5 tools. Hein. Mais par contre, c'est absolument fabuleux
pour apprendre. Ouais, c'est éducatif, exactement. Enfin, le code est absolument fabuleux pour apprendre la structure d'un noyau Unix. Voilà, et je dis bien Unix. Hein. Et il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur... Je vais vous les mettre. Je vais vous mettre tous les liens des trucs dont je vais parler ce soir. Alors c'est très très... comment dire ça, les vidéos sont très old school. C'est ça. Non, je vais le play pour que vous le voyez. Enfin, pour vous filer le lien. Tac tac tac. C'est la série de vidéos, ça s'appelle de XV6 kernel. Hein, c'est assez simple. Attends, bouge pas. Voilà, c'est bon. C'est ça tout de suite. Hop là. Alors, bougez pas. Hop, sur le canal ici. Boum. Voilà, donc c'est une vidéo de cul. Hein. Philos qui se sub pour le 9e mois. Merci beaucoup à toi. Et bien le bonsoir des. Donc ça, c'est une série de vidéos que je suis en train de regarder en ce moment. Donc sur les sorties de Boulette. Boulette, c'est mon chien pour ceux qui ne savent pas. Et le gars, alors c'est NSFL, not safe for Lennart, c'est absolument vrai, hein, Erdouard. Ces vidéos sont pas du tout safe pour Lennart. Hein. Donc je pense que c'est un prof, de ce que j'ai compris, qui fait un walkthrough du code source de XV6. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais ça mériterait. Alors j'en suis qu'à la 7e vidéo. Donc salut Kirby. Donc peut-être que il y a des choses qui vont être un peu plus, qui vont être abordées un peu plus profondément sur la suite. Pour l'instant, voilà, c'est pas mal, mais j'en attendais un peu plus. En tout cas, quoi qu'il en soit, il se trouve que c'est tombé en même temps qu'un événement, et donc là on va rentrer vraiment dans le thème de ce soir, qu'un événement absolument considérable. En tout cas, considérable pour les gens. Je vais considérer comme vous et moi. C'est-à-dire pour les aimants de l'histoire de l'histoire des systèmes d'exploitation, et en particulier de l'histoire d'Unix. Alors j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait carrément eu des reportages et tout. Enfin, salut Cactus Corp. J'aimerais bien, enfin je sais qu'il y a du monde qui va arriver en cours de route, mais c'est dommage parce que vraiment c'est très beau ce qui s'est passé. Il y a environ 6 mois, d'après ce que j'ai lu, en tout cas cet été. Donc je sais pas qui connaît l'histoire, hein, qui connaît l'histoire ou qui la connaît pas. Si vous la connaissez et que vous voulez... voilà, exactement, Toine. Salut Toine, des gros bisous à toi. Si vous connaissez l'histoire et vous avez des détails que j'ai pas eu, n'hésitez pas à en mettre parce que c'est vraiment beau. C'est ça Rogue One, c'est V4. Donc cet été, il devait y avoir un déménagement. Enfin, il y avait un déménagement qui était prévu à l'université d'Utah, donc aux États-Unis. Et dans un sorte de, je sais pas si on peut dire placard, hein, enfin ouais, si, un placard, quoi, un endroit où un prof qui est, ouais, un KGB, exactement, Hardware, c'est plutôt un KGB. Un prof qui est, donc je l'ai appris il y a pas longtemps, est mort depuis. Et alors, bon, il y a beaucoup d'autres choses à voir. On va regarder juste après. Donc il y avait plein de trucs. Il y avait plein de
papier, etc. Alors, bouge pas, est-ce que je les ai là? Bougez pas. C'est absolument, enfin, pour des gens comme nous, c'est juste, enfin, c'est complètement pété. Alors attends, c'est ici. Donc le professeur en question s'appelait, bon, enfin, c'est une légende le gars, donc on va dire, il s'appelle Jay Lepro. Et alors je vais vous partager. Hop, voilà. Et donc sur archive.org, alors pour ceux, moi je donne régulièrement à archive.org de l'ensemble des organisations auxquelles je donne de la thune. Archive.org, enfin c'est tellement considérable et fabuleux ce qu'ils font que, enfin voilà, ils méritent qu'on leur donne de la thune. Autant, enfin de mon avis, hein, autant que Wikipédia. Vous vous rendez compte, ces gens-là archivent Internet, quoi. Enfin, le web, en tout cas. J'ai retrouvé des trucs à moi, enfin, ouais, c'est très puissant. Donc, dans le bordel du KGB de Jay Lepro, on trouve des trucs absolument... Alors, j'ai pas du tout eu le temps de lire tout ce qu'on trouve là-dedans, mais... Enfin, regardez, quoi. Comprehensive Unix Training Program Proposal, Jay Lepro 1980 Research Emails, enfin vous imaginez. On voit rien. Enfin, on a littéralement l'impression d'aller fouiller dans la vie. Attends, hop, voilà. Dans la vie d'un des barbus de l'époque, quoi. Enfin, et Toto, il dit, le mec a créé son infra dans une ancienne église, t'es sérieux? Salut VLMat. Putain, je savais pas ça. Donc en tout cas, le gars a quand même l'air d'avoir été... Oui, non mais c'est ça, c'est ça. Kirby de Boss, il dit, je vois bien le costume et la cravate, mais... Alors je sais pas à quoi il ressemble, hein, je sais pas à quoi il ressemble. Mais bon, en tout cas, vous imaginez que les papers là, enfin, ça doit être Unix V7 ADB setup, enfin, normalement les trucs que t'as là-dedans, ça doit être. Enfin, genre, tu vois, ça c'est de la syntaxe de C il y a de 1980 quoi. Donc, Toto il dit oui, Amazon lui a racheté le nom Alexa. Ah ok, on est sur un autre truc, ok. Donc bref, l'aile de l'université d'Utah là, en question doit déménager. Et donc, on doit vider le KGB de Jay Lepro. Et donc, il y a tout un tas de bordel. Et puis, il tombe là-dessus. Il tombe sur cette bande-là. Pas tout le bordel, hein, juste la bande. Et sur la bande, il y a écrit Unix V4. Alors, si je dis pas de bêtises, fais voir, attends, juste parce que je me suis renseigné avant, enfin depuis quelques jours là, avant le live, et du coup il y a eu beaucoup d'infos à la fois. Attends, Voilà, tu vois, dans le label, il y avait Unix V4 distribution, et apparemment il y avait un mot de Ken Thompson. Donc, enfin, vous imaginez quand même un peu le joyau, quoi. Et pourquoi cette version d'Unix est unique et importante? C'est qu'en fait, c'est la première version
d'Unix. C'est absolument une capsule temporelle. C'est la première version d'Unix qui est en grande partie réécrite en C. Alors là, je vais m'abstenir de porter des jugements hâtifs sur des langages qui seraient blazingly fast et memory safe, parce que c'est tout à fait, honorable. Néanmoins, voilà le... Alors oui, alors, attends, en parallèle, je vais essayer de ne pas me perdre, hein, de ne pas trop drifter, parce que là, il y a des drifts qui sont assez faciles à faire. Ah bah là, oui, alors là, 50 ans, on est très loin, surtout que... alors attends, tac, 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 ouais, ça. En fait, cette trouvaille, bon, elle a évidemment excité énormément de monde dans notre univers. Et elle a donné naissance à ceux... Tiens, je l'ai commencé. Et donc c'est un commentaire. C'est pas que ça, hein, mais c'est un commentaire line by line, donc du code source qu'on trouve dans ces bandes. Et donc oui, effectivement, je ne l'ai pas dit, mais Unix P4, donc là, cette bande, elle date de 1973. Enfin, ça donne totalement le vertige. Enfin, on parle d'un truc qui a 53 ans, quoi, maintenant. Et alors, il y a quelqu'un qui a décidé de faire une sorte de commentaire composé. Alors, je vais poster ça, hein, sur le canal. Qui a décidé de faire une sorte de commentaire composé du code source. Tu vois, qui dit, n'empêche, quand on y pense, c'était quoi les probabilités pour que la tape soit en bon état et qu'ils arrivent à la copier. Alors justement, hein, une des vidéos que j'ai vues sur le sujet, oui, non mais si, mais non mais attends, mais carrément le finnois. Non, attends. Anniversaire 2000 et de le finnois. Attends, en juin 74, effectivement, elle a été retrouvée, enfin, elle a été envoyée par Ken Thompson en juin 74. Juin 74. J'avoue, ça m'a trigger un peu. Effectivement. Ah, désolé, j'ai vendu ton anniversaire dans la foulée, le finnois. Donc, il y a cette personne qui, incidemment, il y a beaucoup trop de hasard dans cet événement pour que ce soit un hasard. Incidemment, la personne qui a fait ce commentaire composé s'appelle Brian avec un M Rodriguez, et je vous jure que c'est vrai. Je pouvais pas le faire exprès. Le mec s'appelle littéralement Rodriguez. Je n'ai pas de mots. C'est comme ça. Je vous jure que c'est vrai. Je vais vous montrer le PDF juste après. Ça ne pouvait pas être autrement. il fallait qu'il s'appelle Rodriguez. C'était voilà, c'était écrit, c'était comme ça. Et effectivement, hop, voilà, regardez bien. The Unix 4th Edition Source Code Commentary, a complete guide to understanding the Brian Rodriguez, voilà. Genre au bout d'un moment, tu vois, quand les signaux sont trop évidents, bon bah faut y aller, quoi. Faut y aller. Et Totoy qui dit l'expression vient donc de là. Alors bon bah ça, alors donc ça c'est salut Frédéric Gondus.
Bisous à toi, ok, pas de soucis. De toute façon, là, on est sur. Merci Frédéric Condus qui se sub pour le 13e mois. Là, on est sur un. On va drifter un moment là hein, sur autre chose que Git. De toute façon, enfin voilà, moi j'avais dit la série sur Git. C'est vraiment les bases quoi. C'était vraiment pour vous mettre le pied dedans. Après, enfin voilà, des vidéos Git 101 et à partir. Salut The, bonne année à toi. Et bonne année à tous ceux qui ont join le temps depuis qu'on a démarré. Ouais, ça, enfin des vidéos Git for beginners, etc. Il y en a 3 millions. Moi, je voulais vraiment, je voulais juste vous mettre le pied à étrier et puis pour que vous puissiez contribuer, etc. Mais enfin, voilà, enfin, ce ne serait que la 1001e vidéo aussi. On peut continuer, hein, c'est pas un problème, mais là, salut le Dr Nesquik. Là, je voulais vraiment rebondir sur cet événement parce que c'est vraiment un gros événement. Et en fait, j'ai posé la question sur Blue Sky, sur Masto, sur Nazix et sur LinkedIn. Non, c'est pas mon anniversaire. C'est la bande a été envoyée en juin 1974, qui est donc littéralement mon mois et mon année de naissance. Et donc ouais, j'ai posé la question de est-ce que ça vous chauffe si on fait une sorte de lecture et de commentaires composés à la fois de Unix V4, donc ce qu'on est en train de voir là, et potentiellement après on monte un step et on va regarder comment fonctionne XV6. Salut Dr Neverwhere et salut Mortalius. Parce que ouais, le plan après c'est quand même d'aller de regarder un truc un petit peu plus moderne et de comprendre un peu des fondements d'architecture, etc. Et puis potentiellement au sujet de XV6, je me suis dit, et pareil là, je vous pose la question en live. Je vous ai dit XV6, il y a deux versions. Il y a la version x86 qui a été moins abandonnée. Enfin abandonnée, non, c'est pas qu'elle a... Le développement, enfin en tout cas, il n'y a plus d'efforts dessus, on va dire ça comme ça. Et puis il y a une version RISC-V. La version RISC-V, elle est intéressante dans le sens où c'est une autre archi avec des registres différents, un CPU différent. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que ça vous intéresse donc pas là on va continuer sur Unix V4, mais est-ce que ça vous intéresse d'étudier le fonctionnement de XV6, donc le portage de Unix V6 sur une archi qui n'est pas Intel, qui est du RISC-V. Le Finnois dit du coup l'envoi de cette bande a influé sur la répartition des midi-chloriens et a créé une perturbation à la force et pouf, IMIL. Et le Finnois. Ok, la réponse est oui. Ok, cool. Moi, alors je vous avoue, je n'ai pas de RISC-V, mais je trouve ça. Donc je suis en train d'écouter, hein, d'écouter, regarder la série là dont je vous parle. Et c'est intéressant parce que on retrouve des trucs à la fin qui sont communs, j'imagine, à pas mal de CPU. Mais oui, tout à fait. L'architecture RISC-V, en tout cas, est open source. Mais par exemple, il y a des petites particularités, comme le processeur a plusieurs modes de fonctionnement qu'on retrouve pas sur d'autres processeurs. Il y a des registres un peu particuliers. Enfin, c'est rigolo. C'est rigolo parce que ça change un petit peu du x86. Donc, si ça vous intéresse,
bah on va poursuivre là-dessus. Voilà. Et quand j'ai... parce que du coup, ces deux trucs sont arrivés à peu près en même temps. Les vidéos là sur XV6 et le moment où j'ai ouvert le PDF que vous voyez là. Et j'ai commencé à lire le PDF. Alors évidemment... Attends, on va l'agrandir un peu. On va l'agrandir un peu, histoire que tout le monde puisse voir. Hop, attends. Ah mais là du coup, ça va dépasser. Parce qu'il y a des trucs absolument... Enfin, je passe le menu, mais... Ah bon, évidemment, il y a des phrases de légende, based on the original Bell Labs source code by Ken Dobson et Dennis Ritchie, ça fait c'est quand même très très beau. Donc là, évidemment, ça, enfin, comme je vous ai dit, Unix V4 1973, c'est le premier Unix qui est écrit en C. C'est quand même. Puis en plus, c'est pas le C qu'on connaît, tu vois. Alors, ça là, ça pique. Hein. Tout le noyau tient en 9000 lignes. Salut Frank Underwood. Et bonne année à toi aussi. Tout le noyau tient en 9000 lignes de C et d'assembleur. On a les bases. Enfin, on a littéralement hein, les bases faut bien comprendre quand même que ce système-là, donc Unix V4, alors avant lui, les versions précédentes et avant lui encore, Multix. Et là, enfin là, dans le code source là qu'on va voir, on a littéralement les bases de tout ce qu'on utilise aujourd'hui. Et ouais, alors hardware, pour le coup, je le dis vraiment, enfin avec mes tripes quoi. C'est effectivement les sources de la vie. Enfin, c'est tout par de là quoi. Et attends, parce il a une phrase, une phrase derrière. Bon alors ouais, il faut une connaissance basique du C. Bon voilà. Enfin, on verra de quoi est fait le source tree tout à l'heure parce que je le donne le dé. Je vous montrerai où est-ce que ça se donne le dé. Tac tac tac. Bon là c'est comment il faut lire tout ça. Ça c'est. Ah il y a des trucs rigolos tiens. Il y a des trucs rigolos. Donc par exemple avant. Donc en C aujourd'hui, enfin quand tu veux incrémenter facilement, au lieu de dire x égale x plus 1, tu fais x plus égale 1. Bon bah avant c'était x égale plus 1. Vous savez pas ça. Avant. Donc c'est le KR 78. Non pardon. Non. Justement, le C d'Unix V4 est enfin predates, donc il est arrivé avant le KR. Donc avant le KR, on disait égal ou au lieu de ou égal. On disait égal moins au lieu de moins égal. Ça, c'est des trucs, ça a l'air de rien, mais petite diff quoi. Alors ça là m'a choqué, tu vois. Genre, pour déclarer une variable à 0, tu dis, enfin un integer à 0, tu dis int x espace 0. Aujourd'hui, tu dis int x égale 0. C'est quand même, enfin tu vois, c'est de l'histoire quoi. Et donc voilà, juin 74, la cassette, enfin la bande est envoyée par Ken Thompson à Martin Howell. Et donc voilà les événements, tu vois, enfin le déroulé des événements. Juin 74, Ken Thompson envoie la bande, qui est récupérée par Jay Lepro dans ses affaires. Et le 28 juillet 2025, la bande est retrouvée. Enfin, ouais, ça, c'est un peu comme le vieux français, t'as raison, Chavenet. Et donc voilà, donc après, voilà, le temps que
ça a été envoyé au Computer History Museum, qui ont récupéré la bande. Apparemment, ça a été, enfin, tout le monde était hyper, hyper précautionneux, tu vois, genre attention, le manipulez pas n'importe comment, nan, nan, parce que bah, personne savait. Non mais grave, le Finnois, mais grave, j'imagine grave. Et voilà, je viens de voir un reportage, là, tout à l'heure. Et en fait, ils interviewaient les mecs qui ont trouvé et manipulé la bande. Et les mecs étaient en panique, quoi. Et ils ne savaient pas, personne ne savait si cette bande, finalement, allait être lisible. Parce que elle est restée là à moisir dans le KGB pendant bah, littéralement 50 ans. Ça pique un peu, mais avec aucun soin particulier, aucun type de storage particulier. Enfin voilà, elle était là en train de crever, quoi. Et en fait, dans le reportage, là, si vous voulez, je vous le mets. Je l'ai balancé hein, sur Blue Sky tout à l'heure. Attends. Ouais, je vous le retrouve. Où est-ce que je l'ai mis ouais, je vous le repèse tout à l'heure. Mais en fait, j'ai été surpris, il y a plusieurs reportages. Bon, US évidemment. Hein. Où, il y a interview des gens qui ont trouvé les bandes et tout, machin. Qui leur mais alors, mais du coup, c'est quoi? Enfin, pourquoi c'est aussi important? Ah, ça doit être ça. Merci Laurent. Et donc, ils expliquent que salut Shpomob, merci pour ton sub et bienvenue et bonne année à toi. Ils expliquent qu'au moment où ils mettent la bande, donc, alors c'est un dispositif un peu spé, où évidemment c'est pas un truc qui lit la bande au sens années 70, mais qui en gros fait une forme de loop sur les datas pour les rendre encore plus lisibles, etc. Et en fait, ils sont pas sûrs du tout que la data dans la bande est lisible en fait. Il nous a dit non, mais le choc, alors que la page TUHS dit a full and complete copy of the fourth edition no longer exist. Oh, le truc de ouf. Les clous de la Sainte Croix, mais grave. Ah tiens, c'est important là ce que tu dis, le Finnois, parce que je m'étais mis justement de côté l'URL de TUHS. Donc pour les lutinos qui aiment l'histoire, et enfin quand je dis l'histoire, je parle d'histoire de nos systèmes, l'adresse ancestrale où on retrouve, bah, disons, autant les codes sources que les images de bandes de l'époque, c'est TUHS. TUHS.org. C'est The Unix Heritage Society. Qui est vraiment, enfin, c'est. Alors attention, hein, là, ça a l'air de rien, là. Là, tu arrives là, tu te dis, oh, tiens, sympa et tout. Et là, tu cliques. Et là, tu cliques. Et tu te rends compte que c'est potentiellement dangereux. Parce que tu peux potentiellement y passer. Tu vois, par exemple, browse the old Unix source code. Et là, alors là, t'es dans la merde. Parce que là, tu peux retomber. Alors attention, hein. Tu vois là, par exemple, on va PDP-7 Unix, machin. Mais ce ne sont pas des éditions complètes. La grosse différence qu'il y a dans la bande qui a été récupérée là, c'est que c'est une version de Unix V4 complet. C'est-à-dire qu'on peut le faire démarrer. Et spoiler alert, on va le faire démarrer. Alors je reprends juste rapido ici, puis après on va mettre les doigts dedans. Donc voilà, donc c'est le chemin que ça a suivi. Enfin,
Bah, honnêtement, moi, ça me donne des feelings de l'Arche perdue, tu vois. Le truc qui a été retrouvé, machin, dans un vieux placard et tout. Ouh, Xavier G, merci à toi, qui se soit pour le 10e mois, et Dalf, qui se soit pour le 24e mois. Et du coup, boum, Hype Train. Merci, le premier de l'année. Merci, 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 les Lutinos. Et donc, voilà la phrase mythique de Dennis Ritchie, Unix is basically a simple operating system, but you have to be a genius to understand the simplicity. Ah ouais, j'aime bien parce que j'aime bien le ton de Brian Rodriguez là, parce que dans tout le, tu vois, tu sens qu'il aime ça, quoi. Tu vois, let's begin. Et après, là, juste après, bon, là, déjà, les noms des chapitres, tu vois, Foundation, tu vois, enfin, tu vois un peu le spirit. Et donc voilà, donc le Brian, avec un M, explique que, bah, en fait, il y a eu un projet qui s'appelait Multix, qui a pas été un échec, mais qui a pas non plus été un succès. Et que Bell Labs sort du projet en 69. Vous vous rendez compte quand même, hein, parce que quand bien même ça a été Xalès, salut à toi Xalès. Quand bien même Multix n'a pas été un succès au sens Unix du terme, enfin les bases d'un système multitâche, multi-utilisateur étaient quand même posées, hein. Et derrière, enfin voilà, Ken Thompson, parce que c'est quand même lui le premier à avoir posé les bases d'Unix. Même si lui, enfin voilà, crée le truc de zéro, il se base quand même sur des concepts qui ont été d'abord mis en place dans Multix. Donc bon voilà, ça c'est l'histoire de il voulait créer un jeu Space Travel machin. Bon, ça on l'a vu 2 milliards de fois cette histoire là. Là c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pourquoi cette version, pourquoi Unix V4 est importante. Donc première version en C, etc. Et voilà, alors je voulais arriver là. Faut comprendre quand même que les premiers devs ont lieu sur une machine. Alors je m'adresse aux gens qui font du Node.js là par exemple. Une machine qui a 24 kilobytes de mémoire. Vous vous rendez compte un petit peu ou pas là? Bon, dans les premiers développements, il n'y a pas de MMU. Okay, donc il n'y a pas de mémoire virtuelle. On joue avec les 24K et fin de l'histoire, hein. Les disques. Mais c'est clair, Philos. C'est clair, Philos. Philos, il dit même is odd est plus lourd. Alors, je ne sais pas, il le cuit avec quoi ça a été codé. Mais non, ça peut pas être Ed, parce que Ed, ça date de BSD. Donc, non, non. Quand tu dis, Fry, quand tu dis premier PC 8 kilobytes, c'est quoi? C'est le tien? Ou celui qui a existé? Rogue One, il dit 24 kilos aujourd'hui, ça coûte combien? Bah, cher, cher. Alors, bon, après, la version donc, qui entre guillemets importe, parce que celle-là, bon, bah, c'est le tout premier développement, mais le PC IBM. Mais disons que la version qui implémente vraiment les concepts qu'on connaît aujourd'hui, alors là, c'est le luxe. C'est 64 kilos. Ça t'imagines? Tout ce que tu peux mettre dans 64. Alors bon, c'est 64 kilos, mais en réalité, il y en a 8 qui sont dédiés au driver. 8 kilobytes.
Donc en réalité, tu pouvais développer tout le reste que sur... exactement, c'était un segment de 16 bits. Donc tu pouvais développer le reste que sur 56K. Le Finnois dit, précise juste que Ken a pu créer Unix parce que sa femme... Oui! Alors oui! Alors c'est tout à fait vrai. Alors en plus, est-ce que c'est là? Je pense que c'est là. Gna gna gna. Attends, je crois que c'est ça. C'est ça. Ok. Effectivement, pendant un mois, sa femme a pris ses enfants pour aller visiter ses parents. Et donc, Ken Thompson a alloué une semaine au noyau. Normal, moi aussi, hein, pareil, moi je fais un noyau en une semaine, hein, la même. Une semaine pour le shell, une semaine pour l'éditeur et une semaine pour l'assembleur. La base, qui ne fait pas ça, franchement? Non mais, au bout d'un moment, c'est... Enfin voilà. Je pense que c'est la base. Tout le monde fait ça. Non mais bien sûr. Bah, easy. Easy. Et donc voilà, this was Unix. Mais ce n'était pas encore appelé comme ça. Ce sera Brian Carnigan qui fera le jeu de mots sur Multix. Multix qui était donc, enfin dans l'acronyme c'était multiplexed. Enfin dans l'acronyme il y avait multiplexed et la blague c'était de dire que Unix était uniplexed. Voilà. Doing one thing well. Je ne vais pas m'étendre sur des jugements de valeur, sur des choses qui ne feraient pas one thing well, mais vous avez tous compris. Voilà. Donc, on a un petit peu d'histoire sur... Alors en fait, je ne savais pas. Je ne savais pas que... Donc là, ce chapitre-là, 1.4, explique que globalement, Bell Labs roulait tellement sur l'or qu'il fundait plein de trucs. J'ai mis l'URL ou pas du PDF, hein? Je sais plus, je vais la remettre. J'ai l'impression que oui, mais je sais plus. Je la remets, hein, parce que... alors, ça a l'air de rien, hein, ça a l'air... ouais, c'est rigolo et tout, machin. Mais vous allez voir au fur et à mesure, en fait, il y a... C'est pas juste simplement quelques lignes comme ça qui parlent d'un système, machin. Non, non. Il y a littéralement les bases de tout ce qu'on utilise aujourd'hui. Moi, j'ai été choqué, hein, de voir plusieurs éléments là où tu dis, bah ouais, mais c'est putain, c'est comme aujourd'hui. Donc voilà. Alors ensuite, bon voilà, tout ce qu'on sait aujourd'hui, donc la philosophie du design. Alors toutes les phrases là, enfin honnêtement, hein, ah oui, je savais pas que le pipe c'était V4 aussi. Toutes les phrases de l'intro là, elles méritent d'être en signature des emails, tu vois, genre Unix embodies a coherent design philosophy that emerged from Thomson and Ritchie's Multix experience and the constraint they worked within. Ah mais non! Oh là là, mais non, non, non. Alors, IleQuier EXT, c'est vraiment... c'est absolument Linux. Hein. Le file system qui est apparu après encore Unix, c'était UFS.
Mais là, je sais même pas comment ça s'appelle. Là, je n'en sais rien. UFS, c'était... Enfin, là, c'est dans... Enfin, UFS, c'est dans BSD. Hein. Le concept de Everything is a file, ça vient de là. Et... Ah bah oui, t'as raison, F1, il le dit là. Les pipes. Alors, au risque de faire s'évanouir des gens blonds qui boivent des boissons jaunes, Unix encourages small programs that do one thing well. Alors, si quelqu'un trouve le nom, Finnois dit ah, c'est l'heure de la bave. Non, mais comment tu veux résister, enfin. Ah, si quelqu'un trouve le nom du file system pendant qu'on est en train de dérouler là, si quelqu'un trouve le nom du file system. Ah putain, attends, le bouquin, la dernière révision, c'est du janvier, du 13 janvier. C'est littéralement la version de la semaine dernière, quoi, les gars. Après, on va nous dire qu'on fait pas des trucs cutting edge. On est absolument full cutting edge. On est en train de dérouler un truc qui a été fait la semaine dernière. Les gars, venez pas nous parler de cargo et des trucs comme ça. Vous êtes loin, quoi. Alors ça, je connaissais pas la philosophie worse is better, ouais. Donc, en gros, ce que ça dit, c'est un design qui est plus simple, mais moins complet, et souvent more successful, plus non, successful, a plus de succès, on va dire, ouais. Que quelque chose qui est plus complexe, mais qui est more correct. Non, je pense qu'il voulait dire less correct. Donc en gros, réussi, ouais, merci. Et j'avoue, j'aime bien, quoi. Tu vois, effectivement, si tu fais quelque chose qui est plus simple, mais qui est moins complet, bah effectivement, t'as plus de chances que ce soit mieux réussi. Puis après, derrière, bah, tu le chaînes avec éventuellement d'autres outils, quoi. Ah, j'aime bien le... Je vous avoue, ça me perturbe à chaque fois de voir Rodriguez. Et donc voilà, le shell est simple, le file system est simple. Et le système de process est simple. Alors attends, qu'est-ce que c'est ça, Fry? Vas-y, je vais le copier. Hein. Pareil, hein, si vous trouvez des trucs, parce que c'est vraiment, on est sur du tout neuf. Hein. Alors attends, mais ça c'est vieux là, c'est du 20 décembre 2025. Ah oui, mais attends, ça on va le voir après ça. On va le voir après. C'est prévu. D'ailleurs, on va peut-être le faire maintenant. Allez, on passe juste sur le cast. Donc le cast, hein, on a dit, Ken Thompson. Le premier des Mohicans. Hein. Dennis Ritchie, paix à son âme, et créateur de C. Et puis, bah voilà, Brian Kernighan. Et les autres qu'on connaît moins, mais qui ont participé malgré tout à l'aventure. Donc ça, je vous propose qu'on le voit la prochaine fois. Parce que je pense qu'on n'aura pas le temps. Et là, ça va être beau. Parce que là, on est quand même sur voilà, le source originelle, quoi. Vous allez voir qu'il y a des trucs. Enfin, tu vois, par exemple, la table des syscalls, par exemple. C'est littéralement quelque chose qu'on utilise aujourd'hui, tous les jours. Bon, on verra ça la prochaine fois. Là, ce que je veux qu'on fasse. Donc là, on s'est mis un petit peu l'eau à la bouche. Alors, on va aller. Maintenant, vous allez aller ici. Vous allez aller, je vais vous passer le lien là.
hop, vous allez aller sur cette URL, donc ce site-là, scos.net, et alors c'est un peu c'est un peu un grimoire de tous les anciens Unix, etc. Il y a beaucoup de data là-dedans. Et c'est lui, si je ne dis pas de bêtises, qui a fait le taf initial là pour pouvoir essayer Unix V4 avec un émulateur. Alors, pour ce faire, vous allez installer un soft, un émulateur, qui s'appelle SimH. Alors attends, bouge pas, je vais juste changer. Hop, je vais focus sur le terminal. Voilà. Vous allez, alors apt et ou dnf et ou or et ou n'importe quel, enfin le système que vous utilisez. pkgin si vous êtes sous NetBSD, pkg si vous êtes sous Free. SimH est littéralement disponible partout. Donc, apt install SimH si vous l'avez, si vous êtes sous Debian. Vous me dites quand vous l'avez fait. SimH, c'est une compilation d'émulateurs anciens. Tu vois, ça va jusqu'au Altair. Enfin voilà, il y a énormément d'émulateurs. Et parmi eux, il y a un émulateur PDP-11. PDP-11 qui est donc la machine sur laquelle a été développé Unix. Vous me faites signe quand vous avez downloadé. Et vous allez récupérer. Comment ça compile? Mais non, mais il n'y a pas besoin de compiler. Il est enfin ouais, SimH, c'est un package binaire à peu près partout. Hein. Alors maintenant, vous allez me récupérer ici SimH. Regarde ici là. Hop, je vous le mets. Hop là. Ah, d'accord, ok. Tu aimes la souffrance, Phaléon, quand même. Hein. Donc, ensuite, vous allez me récupérer dans cette page. Bah tiens, on va. Alors, vous allez récupérer. Attends, est-ce que c'est celui-là? Je pense que oui. Ouais. Vous allez récupérer disk.rk. Ah tiens, le Finnois IT notait qu'il faut un SimH pas trop vieux. J'ai eu des soucis avec la V3.8 et les termes DH. Fais voir, j'ai quoi moi comme version? Non, attends. Ah bah j'ai 3.8 aussi. T'as pas SimH? T'es sur quoi, Xales? C'est bizarre, SimH il est partout. Ah, Devuan, ils ont pas SimH sur Devuan. Alors ça c'est chelou ça. Ok. Qu'est-ce que ça faisait déjà cette DH? Ça enablait, je sais plus quoi. Ah, je me rappelle plus. C'est si, ouais, ah, les terminaux série, ok. Non, non, c'est comme ça, SimH. Non, je vous le remets encore une fois. Hop, hop. SimH. Ensuite, sur squoze.net, vous allez récupérer donc disk.rk. Ici là. Et vous me curlez ça.
Et vous allez récupérer bout de point ini. Paléon 3, 11, 1. Ok, cool. Est-ce que j'ai la même chose? Ah oui, non, alors attends, ouais, je vais vous faire éditer un truc dans le bout de point ini. Il n'y a pas de Il n'y a pas dans Debian, ni sur Trixie, ni sur Fork. Sérieux? Et il n'y a pas Simage dans Debian? C'est super chelou ça. Et il n'y a pas... parce que... Après, sinon, il faut le builder. Bah, remarque. Vas-y, tu sais quoi, vite fait? Bon, on va voir. Tiens, boum. Un. Tagadac. Bon, je sais pas si ça build bien. Hein. Ouais, j'avais pas prévu de builder à la base, là. On va voir. Alors... Alors, je vous avoue, je l'ai jamais buildé, hein, je sais pas. Hein. Alors, il y a un makefile, à quoi il ressemble. Après, je suppose que ça devrait pas trop... Non, attends. Gna gna gna. Ah, il me manque des packages. Ok, vas-y. Ok, ok. Allez, vas-y. Hop. Eh, je le fais pour vous, hein. Je fais littéralement ce que ça me dit, hein. Vas-y, mec. Bon, bah, ça marche. Eh, pour ceux qui l'ont pas, y a pas d'excuse, hein. Je suis en train de le faire en même temps que vous, hein. Et même, je vais utiliser celui-là. Attends, Phaléon. Bah attends, parce que là, il y en a plein, ils ont pas... Ils avaient pas Simash, donc... Alors, bah tiens, pour ceux qui sont en avance, une fois que vous avez dit disk.rk, vous avez downloadé le boot.ini ici? Attends, je vous remets le browser. Hop, vous avez donné... Ok. Alors, dans le boot.ini... Bon, attends, je vais juste attendre que ça finisse la compile, là. Putain, c'est méga long, hein, compile, là. Bon, vas-y, je passe sur un autre. Alors, donc dans le boot.ini, laissez-moi enlever le browser. Dans le boot.ini, vous allez modifier, vous allez ajouter ça. Set throttle 20%. Pourquoi? Yorzian qui se sub pour le 26e mois. Des gros bisous, Yorzian, et bonne année à toi. Et des gros bisous au chien. Alors attends, t'as compilé la foirée, Xalès? Et si ça continue. Ah oui, puis en plus, c'est relou, c'est carrément l'émulateur PDP-11 qui a foiré. Ah, trop fort, trop fort. Bah ouais, Yorzian, on peut pas laisser passer ça. Une XV4, la tape de la vie, quoi. Donc là, on s'apprête à faire booter, bah, la tape. Enfin, en tout cas, le disque .rk là qui a été buildé ici. Alors, je sais pas quelle est la version qui est. Et en plus, ça doit déjà être bon là, je pense. Voilà. Hop, PDP-11. Eh, sinon, vous savez quoi, je peux vous le mettre. Je vous le mets en ligne. Je sais pas s'il est. Find Simash, mon name, PDP-11. Tiens, tu sais quoi, regarde. Attends, fais voir. What?
Ah, ok. Ok, ça alors. Dynamically linked, mais dynamically linked sur quoi? Ah ouais, putain! Ah, mais c'est quoi ce bordel? Il est linké sur la Terre entière, ce truc-là? Ah ouais! Ah, je m'attendais pas à ça, dis donc. Dans Bean. Ah, mais t'as vu Oh, PHP. Oh putain. Ah, le vieux réflexe des doigts, quoi. Ouais, mais regarde ça. Ouais, c'est bon. Ouais. Alors, Phaléon. La modif dans boot.ini, c'est ça. Attends. J'enlève le Firefox. Hop, boum. C'est ça. Tu rajoutes, je vous le mets sur le chat. Vous mettez ça. Pourquoi? Parce que de base, l'émulateur il va sucrer 100% de votre CPU. Et là vous lui dites non mais t'es gentil pour un émulateur PDP-11 tu vas te satisfaire de 20% dans CPU, ça a l'air très bien. Ok, 3.12. Ah ok, bien, ça a compilé. Ok, cool. D'accord. Bon, donc ça c'est le boot.ini qui va être bouffé par le binaire PDP-11, donc l'émulateur PDP-11. Alors, si je me souviens... Non, je m'en souviens plus, en fait. Donc ça attache le disque. Disque.rk en device RK0. Ça, je sais plus, ça mettait genre... ça met la valeur 2 dans le registre SR, mais je me souviens plus, je crois que c'était pour débugger ou un truc comme ça. Ça, le TC Enable, je sais plus. Ça doit être terminal ou un truc comme ça. Bon, je vous avoue, je suis pas très fort en PDP-11. Hein. Probablement que 1% suffit, je suis d'accord, Fry. Donc une fois qu'on a ça, donc vous êtes bon là sur le boot.ini. Vous avez le boot.ini et vous avez le disque.rk ou pas? Attention, là, vous êtes sur le point de faire un jump de 53 ans, d'accord? SR, c'est le switch register bouton en front. Bouton 2, c'est boot mono user. Ah ouais? Ah putain, je savais pas. On est prêt là? Ok, alors on y va. Tiens, je vais prendre la version compilée du coup. Bin. Prends des risques, hein. Parce que l'autre, je l'ai vérifié, celle-là, non. Hein. Tac. Boot.ini. On est prêt? Alors, on y va. Boum. Bah tiens, ah si, ça marche. Ça marche? Ok. Bon, là, ça fait des trucs. Ce que dit la doc, c'est de là, vous tapez, une fois que vous avez ça, vous tapez sur K. Hop. Très bien. Une fois que vous avez ça, vous faites Unix. Entrée. Et là, login. Dites-moi si vous avez tous pareil. Vous l'avez ou pas? Tu te rends compte ce luxe, Yordian, 64K de RAM? Ah, tu auras mon guy qui dit, moi ça reste coincé à disabling XQ. Attends, non, t'inquiète. C'est peut-être parce que toi ça verbose pas. Tape sur K quand même. Non, il y a rien à dézipper, ni rien du tout. Le disque, il est tel quel. Il n'y a rien à faire de plus que ce que j'ai dit. Ok, tape sur K. Tu auras mon geek. Non, on va passer à la ligne. Et une fois qu'il passe à la ligne, tape Unix, entrée. Non, mais c'est chelou comme user interface, mais tiens, je vais vous le faire. Donc, pour sortir l'émulateur, c'est CTRL E et exit. Voilà, donc je le refais, mais avec le CMash standard. Enfin, avec. Putain. LP11. Boot.ini. Regarde. Boum, voilà. Donc, en fait, il n'est pas bloqué.
C'est qu'en fait, vous êtes sur l'émulateur PDP-11 qui attend une commande. Et la commande, c'est K. Et ensuite, Unix, c'est le noyau qu'il attend, enfin le nom du fichier qu'il attend de charger. Hop, et ensuite login. Voilà. Et donc là, on fait gentiment route. Et là, les gars, on est... Oui, bah probablement, Cax, c'est probablement Kernel, t'as raison, Yordienne. Et là, on est littéralement en 1973. Vous entendez pas derrière, dehors là? Alors en 73, moi j'avais -1. Mais oui, le finnois, mais où sont les hoquets verts des messages de boot enfin? Et donc là, si on fait un ls, et ben voilà, on a. Alors je pense qu'il n'y a pas de voilà. Ah si, oh putain si. Il y avait déjà -L, dis donc. Alors par contre, je pense que il n'y a pas -H. Ah bah il n'y a pas de. Déjà il n'y a pas de backspace. Non, il n'y a pas de -H. Les trucs sont pas connus, c'est pas connu, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a dans ETC? Ah oui, parce qu'à l'époque dans ETC, oh, Yordian, oh, bah non, tu peux pas faire ça, Yordian, c'est pas possible. Oui, il y a pas. Ah oui, alors oui, c'est vrai, il n'y a pas CD. Il faut faire CHDIR. Voilà, exactement le finnois. Donc dans ETC à cette époque-là, parce que ETC en fait, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est etc. Et donc dans ETC, il y a littéralement des programmes. Donc il y a Mount. Tiens d'ailleurs, il y a Mount. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'il y a. Alors, eh bah oui, bah, d'écrire pas, il écrit pas, enfin, qu'est-ce que tu veux. Alors j'avoue, je ne sais pas ce qui est. Est-ce que 4. Ah oui, il y a 4. Ah merde, il n'y a pas CTRL-C. Ah les gars, je suis dans la merde. Il y a. Attends. Non. Ah putain. Ah oui, alors là, je suis baisé là. Alors ça, c'est un truc qu'un prof m'avait expliqué il y a très longtemps. C'est que si tu... Qu'est-ce que c'était? Si tu te loguais avec le login en majuscule, tout était en majuscule. Et donc là, je sais pas ce que j'ai fait. Mais du coup, je suis en majuscule. Et tout est en majuscule maintenant. Comme j'aime pas ça, je vais le refaire. Ah, non, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon. Alors, attends. Ah bah oui. Ah, il y a déjà des sources dans celui-là? Ah oui, putain, t'as raison. Ah oui, moi comme un noob, je fais flèche du haut. Alors attends. USR 6. Ah ouais. Ah ouais, ah bah voilà. Donc USR 6 DMR. Donc DMR, c'était le login de Dennis Ritchie. Et Ken, donc Ken Thompson. Ah ouais, c'est quand même assez joli. Ah oui, alors oui, effectivement, USR, c'est users. Alors effectivement, c'est vrai, FlashBIOS qui a une version web que j'ai vue. C'est quoi le jeu d'échecs? J'ai pas vu. Oh, attends, faut voir. Ah oui, attends, parce que je voulais utiliser 4 pour regarder ce qu'il y avait dans des trucs de ETC. Ah oui, non. Bah oui, il n'y a pas CHD, il n'y a pas CD. CHDR. ETC. Alors fais voir, moi je voulais regarder RC. Ah bah les gars, il y a quand même un RC, hein. Ah, RM-F de TCM Tab, ok. Et n'empêche,
Attends, USR Games. Ah putain, à chaque fois. Hein. USR Games. Ah ouais, chess. Ok. Ah ouais, bah, franchement, ça va, hein. Vas-y, alors attends, comment ça marche. Vas-y. Non. Bon, je comprends rien. Ah non, c'est ça, tu vas dire P2. Ah merde, il n'y a pas backspace. Bon, ouais. Bon, ouais, c'est bon. Ouais, non, bah alors, c'est une bonne question. Hein. C'est une bonne question. Pareil. Est-ce que ça peut faire tourner double? Azel dit le password de DMR, c'était pas un coup d'échec d'ailleurs, je sais plus. C'est très possible. C'est très possible. Alors attends, comment je quitte là? Du coup, il n'y a pas CTRL-C. Ah, merde. Ok, quit. Merde. Bon bah j'ai trouvé pire que... J'ai trouvé pire que... quitter Vim là. Moi je sais quitter Vim, alors fais voir. Hein. Faut gagner pour quitter. Non mais les gars, comment on quitte? Bon j'imagine CTRL Z, il n'y a pas non plus. Non. Ah, bah, je l'ai fait, regarde. CTRL D, j'ai essayé. Ah! Ok, c'est bon, c'est CTRL D. Salut Sofiane! Alors fais voir, est-ce qu'il y a... Ah bah oui. Oh putain. 12 juin 1974, c'est joli ça. Ah non mais Alt F4, il y a même pas de Getty. Ah mais alors ça c'est... Non mais ça... C'est... J'ai découvert ça moi dans les mailing-lists NetBSD. Apparemment c'est un truc assez... Enfin c'était un truc assez classique. Comment ça t'as pas pu lancer Simash? T'as pas pu lancer PDP-11? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est littéralement c'est ça, hein. T'as juste à... Attends, bouge pas, je vais quitter. Non mais il se passe quoi? Copy-paste ce qui se passe? Ah ouais, ce serait beau ça, Yordian. Bon là, il y a pas de raison hein, que tu puisses pas. Hein. Faut littéralement faire ça. PDP-11 boot.ini. Oui mais c'est parce que c'est pas Simash la commande. C'est PDP-11. PDP-11 boot.ini. Simash c'est le nom du package mais il installe, c'est ce que j'ai montré au tout début. Il installe plein d'émulateurs, dont l'émulateur PDP-11. Hop. Donc tu tapes pas Simash, tu tapes PDP-11 boot.ini avec la modif. Donc si tu veux pas te faire cramer ton CPU totalement. Et donc vous oubliez pas, pour quitter l'émulateur, c'est CTRL E. Ah bah oui, non mais alors... Et puis, impossible de quitter, je connaissais pas le raccourci, bon. Alors, avant de nous quitter, pour donner un petit apéritif de la prochaine fois. Donc j'ai downloadé le tar des sources. Donc littéralement, dans le browser, ici là, vous pouvez downloader le fichier tar. Oui, tu tapes juste K.
Ça va passer à la ligne. Et ensuite, tape Unix. Entrée. Et tu devras avoir ton login. Je le refais ici, hein, si vous voulez, revoir là. Donc, pdp11 boot.ini. Hop. Là, ici, vous tapez K. Pas besoin d'appuyer sur entrée. Vous faites juste K. Puis Unix. Entrée. Et voilà. Et ensuite, vous loguez avec l'user root sans password. De façon extrêmement sécure. Et là, vous pouvez faire exit quand vous êtes dans Simash. Donc, oui, je sais, j'avais le browser devant, mais ça se voyait, je pense. Donc, ouais. On va downloader ça. Alors, j'ai cherché, Yorzian, le shutdown. Et je ne l'ai pas trouvé. Alors, je revérifie si je me suis pas gouré, mais voilà. Shutdown not found. C'est root le login. Alt, fatalement, il n'y a pas. Ah, ça pourrait être peut-être init 0. Mais non, parce que init not found. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas quitter sans... Ah non, mais reboot, alors ça m'étonnerait fortement. Voilà. Bah, de toute façon... Ah oui, non, mais il n'y a pas de slash sbin en fait. Donc j'y pense. Qu'est-ce qu'on a dans bin? À moins peut-être de faire kill 1. Ah tiens, attends. Ah oui, d'accord, ok, super. Ouais. Bah du coup, alors, fais voir, autant en comme essai. Tiens, non, il s'en fout. Kill 0. Non, non plus. Non, 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 je... Vraiment... Attends, à moins, peut-être dans ETC qui a... Fais voir. Ah bah si, ETC init. Non, bah tu vois, init 0, il te remet à login. Mais exit va pas te... Ça te renvoie à login en fait. Non, je ne sais pas exit proprement. Unix V4. Device type power. Mais non mais alors attends, tu vis... tu vis en... Tu vis en 2026, Pomob. Ah ben oui, non mais alors attendez, parce que ça, effectivement... Bon là, buffer overflow, j'avoue... Ah oui, merde. Bon, hop. Ici, un buffer overflow... Étant donné qu'on est déjà root, c'est pas... Parce que je sais pas... En fait, je sais même pas si... Comment on peut passer multi-user, là? Parce que là, il y a un RC... Non, ceci dit, il y a un ETC TTYS. Ah merde. Il y a des TTY. Ah, joli, joli. Ah, c'est bon, ça. Un buffer overflow sur... Attends, bouge pas, on va aller voir quand même. On va aller voir. Ah, dans SU. Ah, il y a SU? Ah bah oui. Ah bah non, je suis pas mob, il n'y a pas de slash proc est une... Merde. Ah. Slash proc est une invention de Linux. Hein. Ça n'existait pas avant. Hein. Attends, bouge pas, ouais. Mais je pense. Hein. Remarque, attends. Non. Il est possible que slash proc... Je dis peut-être une bêtise, hein, mais slash proc c'était effectivement pour les processus.
et que Linux l'a étendu pour, au début en tout cas, paramétrer le kernel. Avec slash proc, plop sysnet, machin, etc. C'est ça que je confonds. Ouais, non, non, non. Slash proc existait déjà, mais c'était exclusivement pour la liste des processus. Alors attends, bouge pas. Que j'aille voir le lien avec le buffer overflow. Non, il n'y a pas de home. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, les users, en fait, ils sont dans slash USR. USR, ça voulait dire user. Alors, bouge pas. Hop, voilà. Donc, ah, mais si, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Voilà, il y a un buffer overflow dans SU, dans le SU de 1913. Et oui, il est assez obvious. Puisque bah voilà, les user et password ont une longueur finie et il y a un problème de check, etc. etc. Ça, c'est pas mal ça. Power off, ça me surprendrait beaucoup. On va essayer, mais ça me surprendrait beaucoup. Yorzian dit apparemment slash proc date de Unix System 5 release 4, release 3. Mes petits luttes. Ah non, non, je vais vous montrer un dernier truc. Avant de quitter, je vais vous montrer un dernier truc. Je vais vous montrer un dernier truc dans les sources. Donc vous allez récupérer, comme je disais, pour la prochaine fois, vous allez me récupérer. Où est-ce qu'il est? Il est là. Vous allez me récupérer ça. unixv4.tar. Où il y a bah, littéralement le code source dans ce tar là. Hop. Moi je l'ai déjà détaré. Il est là dans unixv4. Et là les amis, il y a des perles. Que je vous dis que ça. J'en ai pas vu, j'en ai pas regardé beaucoup. Mais j'ai regardé celui-là. Et pour l'instant. Ah non, attends, c'est pas ça. C'est dans USR 6. Non. Là, je vais faire littéralement un Yodog là. Mon name. Find. Oh merde! Il est où? Ah, il est là. Je vais vous montrer un truc que j'ai vu hier soir. Donc ça c'est le code source du find. Ah joli Fry35, bande des tarés. C'est le code source du find de 1973 donc. Alors je sais pas s'il y a un man, je sais même pas s'il y a des man. Hein. Je suis pas du tout certain qu'il y ait des man. Hein. Find.name man. A priori. Et alors, donc là c'est le code source, donc en mode C de 1913, de find. Bon, alors ceci dit, il y a quand même déjà des trucs assez rigolos, hein, genre pointeur de fonction comme ça. Alors bon, je regarde et tout, ah tiens, c'est rigolo et tout, là, je suis tombé sur un truc. Regarde ça. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe ici, mais dans un cas un peu chelou, ça fait ça. Je ne sais pas ce qui se passe là-dedans. Je ne sais pas ce qui se passe dedans, mais je subodore que c'est pas ultra catholique. Je sais pas. Va falloir qu'on regarde ça. Parce que. Bon, après, ça reste du C, hein. Mais bon, c'est du C un petit peu.
Bah, c'est du C fait par le mec qui a fait le C. Donc, du coup, va falloir se préparer à souffrir un peu. Hein. Mais là, franchement, je suis. Là, ça me trigger, ça. Bon, les petits lutinos. J'espère que vous avez aimé. Ça pourrait être un buffer prêt. Oui, effectivement, Dalf. Man tap. Ah oui, t'as raison. T'as raison. Parce que en fait, j'ai aussi downloadé le répertoire turnkey. Et il y a effectivement un man.rk. Donc effectivement. Attends, tu fais chier là, faut que j'essaie un truc maintenant. Quoi. Là j'essaye du. Là c'est vraiment I don't know what I'm doing. Hein. Donc on va at rk1 man.rk. Vas-y. PDP 11. Et après je sais même pas comment le. Je sais même pas comment le monter le truc. Ok. Donc a priori ça a l'air bon. Et mount. Ok super. Bon j'imagine qu'il n'y a pas d'MSG. Bah non. Bah du coup je sais pas. Est-ce qu'il y a un répertoire? Non. Alors, MKDir, il y a. Man. Ouais. ETC Mount. Je sais pas, on va dire dev RK1, mais non, mais il n'existe pas, donc man. Non. Non, on va pas faire les malins. On le fera à un autre moment. Mais ça a l'air. Mes petits lutinos, j'espère que vous avez aimé le voyage. Donc a priori, Yardian va faire la même ou similaire dans son prochain live. Donc ça c'est très cool. C'est quand on live Yardian? Tiens d'ailleurs on va le shout out. Hop. Oh le philo il a aussi un papier en cours. Trop bien. Ah trop bien. C'est quoi un fit? Oui dans mes features ok mais c'est un truc spécial. Ah ok j'ai compris. Oui, il commence à se faire tard pour moi et mon cerveau fonctionne moins bien. Non, non, au contraire. Je vais être très content de voir le sujet abordé de façon différente par Urzen. Ça me fait vraiment kiffer. Bah écoute, je vous pingerai si vous me suivez sur un des différents réseaux, mais plutôt sur Blue Sky, c'est plutôt là que je poste. Je vous dirai quand est-ce que son live a lieu. Et si tout ça vous a plu, eh ben, on va possiblement continuer. Ah ouais, c'est vendredi soir. Et alors vendredi soir, c'est pas que je suis au lit, c'est que vendredi soir, généralement, je passe le week-end avec ma meuf qui vit pas avec moi, et donc on passe les week-ends ensemble. Donc du coup, je te verrai en replay avec grand plaisir. Il nous reste plein de choses à voir. En particulier, où suis-je ici? En particulier, à partir de là, ça devient rigolo. Où on parle des registres du PDP 11, etc. Et où on se rend compte que les choses n'ont pas forcément ultra changé. Où bah, finalement, voilà, il y a des interruptions comme aujourd'hui. Il y a un memory layout où typiquement, bah voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a
56K de mémoire. Et là, en fait, c'est bizarre ce que vous voyez. C'est pas des F, c'est des 7. Comment ça se fait? C'est bizarre ça. Comment la mémoire a segmenté, etc. Une MMU. Ok, Monique était déjà là à l'époque. Et bref, il y a plein de choses rigolotes à voir qui sont finalement pas si éloignées de ce qu'on fait aujourd'hui, mais avec une architecture et un système qui sont beaucoup moins gros que ce qu'on a sous la main. C'est un très très bon exercice pour rentrer les deux pieds dans le fonctionnement d'un système d'exploitation. Mes petits lutinos, c'était un véritable plaisir de vous partager tout ça ce soir. Moi, je vais le lire dans le train. La semaine prochaine, ça va être un peu compliqué parce que la semaine prochaine, je vais devoir aller à Madrid le mercredi et le vendredi, je serai à Paris pour aller au FOSDEM le vendredi soir. Donc, pour ceux qui seront au FOSDEM 26, eh ben, on s'y verra. Non, tu vas être au FOSDEM, Yorzian? Alors ça, c'est très, très, très cool. Ça me fait beaucoup, beaucoup plaisir. Ah, mais yes! Alors ça va être chouette. Eh ben moi, je savais pas. Eh ben, je suis très, très content. Avec nous, putain, il va être avec nous, mais c'est trop bien! Oh là là, tu sais pas où tu mets les pieds, hein, Yorzian. Hein. Bon, eh ben... Alors, pour info, moi, je ramène de la charcute ibérique, hein, pour que tu saches. Ouh, mais dis donc, mais ça veut dire que l'apéro du vendredi soir, ça pourrait être un... Ça pourrait être une sorte de live un peu comme ça, là, où il y a tout le monde. Ouh, ça sent bon. Ça sent très très bon tout ça. Eh bien, Lutinos, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine en chair et en os. Non mais c'est pas grave, Yorzian, on prendra ta part. Des gros bisous les Lutinos, bonne soirée à vous. Et étudier l'histoire, ça fait du bien. Allez, ciao!